Ok, donc maintenant, on passe à des notions de dérivabilité pour des fonctions de plusieurs variables. Et en fait, la notion reine qui généralise vraiment la notion de dérivabilité pour une fonction de variable réelle, c'est ce qu'on appelle la différenciabilité. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez faire vraiment de manière complète et claire en calcul différentiel, donc en troisième année de licence. La différenciabilité, on va seulement s'en approcher. Donc tout ce qu'on va faire est tout à fait rigoureux, mais c'est juste que on va se contenter de notions un peu plus, comment dire, un peu plus faibles de dérivabilité que la différenciabilité, même si j'essaierai un petit peu de la mentionner quand on viendra à la proposition qui se rapproche le plus. Donc, on va définir des objets qui sont tout à fait cruciaux dans l'étude de la régularité de fonctions de plusieurs variables, régularité supérieure à la continuité, qui sont les dérivés partiels et leur régularité. Ce qui va permettre de montrer, on va pouvoir parler de fonctions de classe C1, de classe C2, comme pour une fonction d'une seule variable. Alors, la première remarque, c'est que contrairement à la continuité, j'en ai parlé en introduction, on n'a pas de notion claire de dire ah, je vais faire f de a plus h moins f de a sur h. Pour la continuité, on a dit f de a plus h tend vers f de a, f de x tend vers f de a. Voilà la continuité. On a une manière d'écrire ça à nouveau pour des fonctions de plusieurs variables. Pour la dérivabilité, vous voyez qu'il y a deux difficultés a priori. F de a plus h, petite difficulté. Est-ce qu'on a le droit de faire des petites variations autour de a on avait en fait peut-être pour la continuité, mais qu'on a un peu mis sous le tapis. Là, on va y revenir un peu plus dans le détail. Et surtout la division par h. On est en train de diviser des vecteurs, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, on ne va jamais écrire ce genre de choses, on ne va jamais diviser par des vecteurs. Euh, donc, la première chose, néanmoins, c'est qu'on va vouloir pouvoir faire de petites variations autour d'un point A donné dans l'ensemble de définition de la fonction. Et ça a l'implication suivante, c'est que dans toute cette partie, on va se donner une fonction, dans toute cette partie, f, ça va être une fonction de oméga dans R, où oméga inclus dans RD, donc c'est toujours une partie de RD, mais cette fois on va lui demander quelque chose, on va lui demander d'être ouverte, être un ouvert de RD. Ok, ça va avoir un avantage, ça va avoir l'avantage que lorsque l'on prend A dans oméga, par définition de ce que c'est qu'un ouvert, on aura une petite boule autour de A qui est complètement incluse dans oméga. Donc on aura le droit de se faire des variations autour de A pour peu que H soit suffisamment petit. Et donc allons-y pour la notion de dérivée suivant un vecteur. Dérivée suivant un vecteur. Donc ici, on va simplement essayer, comme on n'arrive pas à faire f de a plus h moins f de a sur h, on va se balader, on va partir de a et on va se balader euh, le long d'un vecteur h fixé. Donc on va fixer un h. On va faire f de a plus t fois h, où t est petit. Donc quand t est minuscule, on est en train de partir de a et d'aller un tout petit peu dans la direction de h. Quand t est plus grand, on va un peu plus loin. Et on va diviser par t. Et on va essayer de faire tendre t vers 0. Donc on y vient. Mais d'abord, il faut justifier qu'on a le droit de faire f de a plus th, c'est-à-dire que si t est suffisamment petit, h étant fixé, a plus th est un élément de oméga. On a le droit de lui appliquer f. Donc la première remarque, pour a appartenant à oméga, eh bien, il existe, pour a appartenant à oméga, h appartenant à rd, il existe, comment je vais écrire ça il existe epsilon strictement positif, tel que, ou peut-être je vais écrire ça T0. Il existe T0 strictement positif, tel que T, si T est suffisamment petit, c'est-à-dire T est plus petit que T0, eh bien A plus T0H appartient à oméga. Ça, c'est parce que oméga est ouvert. Donc c'est juste une remarque que je fais. Oméga étant ouvert. Je vais expliquer pourquoi. Preuve de ce résultat-là, c'est complètement élémentaire. A appartient à oméga, oméga est ouvert. Donc par définition de ce que c'est que d'être un ouvert, ça veut dire qu'il existe
delta strictement positif, tel que la boule ouverte de centre de A de rayon delta est incluse dans oméga. Donc si A est un élément d'un ouvert, on a vu que par définition, on peut trouver une boule autour de A qui est complètement incluse dans oméga. Et moi, je veux trouver un T0 tel que si T est plus petit que T0, strictement, disons, A plus T0H appartient à A. Donc je veux que vous voyez que d'après cette inégalité, d'après cette inclusion-là, si A plus T0H est dans cette boule, eh bien j'ai gagné, il est forcément dans oméga. Okay. Donc, je vais me demander si oui ou non A plus T0, donc A plus TH, excusez-moi, là c'est A plus TH. Donc si T est suffisamment petit, A plus TH appartient à oméga. Et la question que je pose, c'est, pour le prouver, comment je fais pour assurer que lorsque T est suffisamment petit, A plus TH, mon A est bien dans cette boule-là. Donc A plus TH est bien dans cette boule-là, c'est-à-dire l'écart de A plus TH, mon A, il doit être plus petit que delta. Bon, ça, je vais écrire ce que c'est. Les A se simplifient, donc j'ai juste norme de TH. Et puis, vous savez que, alors ici, je me prends aussi, bien sûr, H différent de 0, sinon c'est pas très intéressant. Bon, si H est différent, si H vaut 0, bah, A plus TH vaut toujours A, donc bien sûr qu'il est dans oméga. Donc, dans la preuve, je vais me placer dans le cas H différent de 0, puisque le cas H égale 0 est évident. Donc ça vaut quoi? Je vous rappelle que par homogénéité de la norme, norme d'un scalaire, T est un scalaire fois un vecteur, c'est la valeur absolue du scalaire. Et là, c'est bien sûr, c'est des valeurs absolues. T peut prendre des valeurs négatives. Et je vais peut-être donner un autre nom à ça, je suis désolé. Il existe epsilon 0, disons, tel que si T est plus petit que epsilon 0 en valeur absolue, alors j'ai ça. Donc ça vaut T fois norme de H. Et la question que je pose, c'est est-ce que si T est suffisamment petit, cette quantité, valeur absolue de T fois norme de H, est plus petite que delta? Si cet objet-là est plus petit que delta, ça veut précisément dire par définition que A plus TH est dans la boule ouverte de centre A et de rayon delta. Être dans la boule ouverte de centre A et de rayon delta, c'est être à O plus delta de A. Okay, donc je suis en train de calculer ça. Et ça, effectivement, c'est bien plus petit que delta si qu'est-ce que je demande à T? Il faut que T soit plus petit que delta sur norme de H. Voilà. Et donc c'est ça que j'appelle epsilon 0. Donc autrement dit, H étant fixé, A étant fixé, si T est suffisamment petit, A plus TH appartient à oméga. Le dessin c'est le suivant. On va peut-être dû faire ça en premier lieu. Donc j'ai un ensemble ouvert, voilà oméga. Donc pensez au fait que c'est l'intérieur de cet ensemble, sans sa frontière, et j'ai A quelque part ici. Et je suis en train de me balader selon une direction H fixée. Mettons que ce soit cette direction-là, voilà le vecteur H. Vous voyez bien qu'effectivement, si T est suffisamment petit, A plus T fois H est dans oméga. Et comment je l'ai démontré? Justement, j'ai utilisé le fait que oméga était ouvert. Donc je sais qu'il y a une boule centrée sur A de rayon delta, telle que cette boule est complètement incluse dans oméga. Voici un exemple de telle boule qui marche bien. Et donc, pour peu que je prenne T suffisamment petit pour que A plus TH soit O plus delta de A, j'ai gagné. C'est ce que j'ai fait là-bas. Explicitement, il faut prendre T plus petit que delta sur norme de H. Bien sûr, c'est assez naturel que le H apparaisse en norme au dénominateur. Plus H est grand, plus il faut que je prenne T petit pour que quand je fais T fois H, ça reste dans cette boucle. Okay. Tout ça, c'est totalement logique. Ok, donc là, c'est juste une remarque, mais du coup, on va pouvoir définir l'objet suivant. Donc, définition. On dit que F admet une dérivée en A appartenant à oméga suivant le vecteur H appartenant à RD.
si f de a plus th, donc je vais faire le quotient f de a plus th moins f de a sur t, admet une limite donc si ce quotient admet une limite quand t tend vers 0. Alors vous pourriez me dire, mais ce truc-là n'est pas bien défini. Enfin, si t est trop grand, on l'a vu, potentiellement f de a plus th, ça ne veut rien dire parce que f n'est même pas défini en ce point. Mais comme nous, on veut regarder la limite de cet objet-là quand t tend vers 0, tout va bien. Pour t suffisamment petit, cet objet est bien défini. Hein, donc je ne l'écris pas dans la définition, mais lorsque t est suffisamment petit, avec plus petit que le epsilon 0 que j'ai défini tout à l'heure, cet objet est bien défini. Et dans ce cas-là, on peut regarder sa limite quand t tend vers 0. Et j'insiste sur le fait que là, on est en train de regarder une limite de fonction d'une variable réelle. Hein. T, c'est un réel. J'insiste vraiment sur le fait que t ici, c'est réel. Et donc, c'est une limite au sens que vous avez vu déjà dans les cours précédents d'analyse. Et donc, cette limite, si elle existe, on la note dh f de a. Donc pensez à la dérivation f' de a, sauf que cette fois, vous voyez qu'on se balade le long d'un vecteur h fixé. Donc selon le h qu'on choisit, ben, on va avoir potentiellement des dérivées, on parle aussi des fois de dérivées directionnelles différentes. Et ce dh de a, f de a, c'est appelé nombre dérivé de f en a suivant h. Nombre dérivé de f en a suivant h. Voilà. Bon. Et donc quand il y a existence de cette limite, hein, donc par définition, peut-être écrivons plus précisément ce que c'est que ce truc-là. Hein, donc, juste pour expliciter un petit peu les choses. Ainsi, si la limite existe, eh bien qu'est-ce que c'est dh(f de a? dh(f de a, c'est... Je vous rappelle un des grands principes de l'analyse, on écrit une limite, on écrit le mot lim que si la limite existe, on l'a démontré avant, vous avez le droit d'écrire ça que si vous avez avant établi que la limite existe, égale la limite quand t tend vers 0. Alors bien sûr ici on pouvait indiquer que t est différent de 0, vous êtes en train de diviser par 0 potentiellement, donc bien sûr on prend la limite quand t tend vers 0, quand t tend vers 0, t est différent de 0, c'est la limite de... Alors regardons ce que j'ai à gauche, c'est f de a plus t fois h. Donc h c'est un vecteur, hein, c'est un vecteur h1, h2 jusqu'à hd. Et je suis en train d'ajouter au vecteur petit a le vecteur t fois h. Donc ça s'écrit comment? Ça c'est f de a1 plus t h1 jusqu'à ad plus t hd moins f de a1 ad, le tout divisé par t. Par définition, quand vous faites multiplier un vecteur par un scalaire, vous multipliez chacune des composantes, donc th, th1, thd, puis là vous ajoutez le vecteur a+. Les vecteurs a et le vecteur th, donc vous obtenez ça. Okay. Donc c'est vraiment ça l'objet dont on est en train de regarder la limite, hein, donc, que la limite existe ou pas d'ailleurs, hein, c'est ça qui vous intéresse. Ok, alors on va faire un exemple. Exemple. Donc f, ça va être l'application de R2 dans R qui a xy associe xy sur racine de x carré plus y carré si xy est différent de 0, 0. Et puis 0 si xy égale 0, 0.
Et ce qu'on se demande sur cette fonction, c'est de calculer, on étudie, ce qu'on va vouloir faire, c'est regarder l'existence d'une dérivée partielle en 0, 0, ça va être notre point A, 0, 0, suivant le vecteur 1, 1. Existence donc de dH f de 1, 1, de 0, 0, pardon. De 0, 0 où h est égal à 1. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on va regarder f de... Donc hein, c'est cette formule-là. On est en train de regarder f de 0, 0 plus t h, c'est-à-dire 1, 1, moins f de 0, 0 sur t. Ça, si on calcule ce que ça fait simplement f évalué en t, on le vecteur t, t, moins f de 0, 0, f de 0, 0, c'est nul, sur t. Et donc si vous faites le calcul de ce truc-là, ça vous allez obtenir t carré, racine de x carré plus y carré, donc ça va faire 2t carré. Il va y avoir un racine de 2, vous avez un racine de t carré, et vous avez le sur t ici, vous avez ça. Et puis modulo un peu de simplification, vous obtenez 1 sur racine de 2, t sur valeur absolue de t. Donc voilà l'objet dont, et j'insiste, n'écrivez jamais limite avant d'avoir démontré que la limite existe. Donc on fait le calcul, et on obtient quoi? On obtient cet objet-là, et la question c'est est-ce que ce truc-là met une limite quand t tend vers 0? Et c'est tout à fait normal, on obtient simplement une fonction de t ici. Donc à chaque fois que vous regardez la dérivée partielle suivant un vecteur, vous êtes en train de regarder un objet qui est une fonction de R dans R, et vous cherchez sa limite quand t tend vers 0. Bon, et bien ça, c'est un exercice facile de voir que selon que t tend par la droite vers 0 ou vers la gauche, vous n'avez pas la même limite. Si t est strictement positif, t sur valeur absolue de t, ça fait 1. Et si t est négatif, t sur valeur absolue de t, ça fait moins 1. Donc cet objet-là n'admet pas de limite. dh, enfin plutôt, n'admet pas de limite. Quand t tend vers 0. Puisque quand t tend vers 0 plus, vous obtenez 1 sur racine de 2, et quand t tend vers 0 moins, vous obtenez moins 1 sur racine de 2. Pas de limite. Ok. Donc dh, autrement dit, donc dh f de 0, 0 n'existe pas. Par contre, si vous changez de h, il se peut très bien que ça existe. Par exemple, si je prends pour h égale 1, 0 cette fois, et que je calcule, cette fois je vais calculer f de t0 moins f de 0, 0. Vous allez avoir calculé f de 0, 0 plus t fois 1, 0, donc vous obtenez ça. Et puis là, le calcul est encore plus rapide. F de t0, si vous avez y qui vaut 0, ça vaut 0 tout le temps. Donc ça fait 0. Qui, bien sûr, notoirement, ça c'est une fonction de la variable réelle t, constante égale à 0, qui tend vers 0 quand t tend vers 0. Donc, dh, alors je vais peut-être en donner un nom, ça c'est h1, h1. Donc dh1, f de 0, 0 n'existe pas, mais pour h2 égale 1, 0, ça c'est une très mauvaise notation h1 parce que ça utilise. Donc je vais l'appeler k celui-là. K. Et lui c'était h. Donc pour k égale 1, 0, dh dk, donc la dérivée directionnelle de f en 0, 0 suivant le vecteur 1, 0, eh bien existe et vaut 0. Voilà, vous avez un exemple de fonction où, suivant le vecteur selon lequel vous baladez, que vous regardez, il y a une dérivée directionnelle ou pas. Okay, donc voilà pour cet exemple. Et nous, on va s'intéresser, comme d'ailleurs on vient de le faire dans l'exemple, et comme tout à l'heure on l'a fait en se demandant s'il y avait un lien entre la continuité des applications partielles et la continuité de la fonction, on va s'intéresser en particulier à la situation où on se balade le long des vecteurs de base. Ça veut dire quoi? Si vous avez une fonction de R2 dans R2, et que vous regardez comment elle se comporte au voisinage d'un point A,
eh ben, on va insister sur les vecteurs h suivants, le vecteur 1, 0 et le vecteur 0, 1. Donc les vecteurs de la base canonique de R2. Donc on note cette base canonique, on note EJ égale 0, donc c'est le vecteur de la base canonique, donc il a des 0 partout, sauf en J où il a un 1. Voilà, on va regarder ce vecteur-là. Et donc bien sûr, on peut prendre comme H ce vecteur EJ pour chacun des J. Allons-y, on va faire ça. Donc, définition. On va leur donner un nom particulier à cela. C'est-à-dire que quand on prend H égale EJ, on trouve une limite pour le taux, l'espèce de taux d'accroissement qu'on avait tout à l'heure, eh bien on va lui donner un nom particulier. On dit que F admet une dérivée partielle une JM dérivée partielle en A, en un certain point A, si D, EJ, F de A existe. Et on note alors une notation que vous avez peut-être déjà vue. Alors dans ce cas-là, notation que vous avez peut-être déjà vue, D rond F sur D rond XJ de A égale DEJ F de A. Ça fait un petit peu de notation lourde, nouvelle pour vous, mais on s'y habitue relativement vite. Donc dans le cas particulier où on trouve une dérivée suivant le vecteur EJ, eh bien, plutôt que de noter DEJ F de A, on note D rond F sur D rond XJ de A. Ok. Alors par définition, ça je vous rappelle que cet objet-là existe si une certaine limite existe. Donc D rond F sur D rond XJ, si en cas d'existence, si D rond F sur D rond XJ de A existe, il vaut quoi? Eh bien, simplement la limite, par définition. Il vaut limite, quand t tend vers 0, de... Alors, donc on va faire f de A plus t fois EJ, c'est ça qu'on est en train de faire, moins f de A. Donc f de A1. Quand on fait t EJ, le vecteur EJ il a un 1 seulement, la variable J est 0 partout ailleurs. Donc on fait une variation de A seulement selon la jème variable. Donc c'est f de A1, etc. jusqu'à AJ-1, AJ, et c'est à AJ qu'on ajoute t fois 1, donc t, AJ plus 1, etc. jusqu'à AD, moins f de A sur t. Et là, vous reconnaissez rien d'autre que, vous voyez, on a gelé toutes les variables en fait, sauf la jm. Ça, c'est rien d'autre que, c'est aussi la limite, avec nos notations de tout à l'heure, avec ce qu'on appelait de la session précédente, ce qu'on appelait l'application partielle. Vous voyez que ça consiste à regarder l'application qu'on appelait FAJ, évaluée en AJ plus T, moins FAJ de AJ. F de A, on a vu que c'était pareil que faire FAJ de AJ sur T. Et donc vous voyez, et c'est une remarque très importante, j'aurais plutôt l'écrire comme ça, pardon, c'est donc étudier l'existence de d rond f sur d rond xj de A
c'est étudier les quotients. C'est étudier si ce quotient-là admet une limite. Mais vous voyez que, même si c'est un petit peu compliqué, hein, rappelez-vous que f de aj, vous pouvez l'appeler g par exemple pendant un instant. Là, on est en train de regarder g de z plus t moins g de z sur t pour une fonction d'une variable. Et on se demande si ce truc-là admet une limite quand t tend vers 0. Mais ça, pour une fonction d'une variable, c'est se demander simplement si elle est dérivable en le point z, c'est-à-dire ici en le point aj. Donc, on constate que d rond f sur d rond xj de a existe, c'est-à-dire la dérivée directionnelle selon le vecteur ej en a existe, si et seulement si, eh bien f aj est dérivable en aj. Ici, je vous rappelle que c'est au sens de la notion de dérivabilité classique que vous avez vue pour les fonctions d'une variable réelle. Cette fonction est dérivable en j si g de aj plus t moins g de aj sur t admet une limite quand t tend vers 0. C'est exactement ça. Et alors, donc s'il y a existence, eh bien d rond f sur d rond xj de a, bah, c'est ce qu'on note. C'est donc la dérivée de cette fonction en aj, c'est donc f' de aj évalué en aj. Alors ça va vous paraître un petit peu abstrait, et sans doute à raison, mais ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire que si vous voulez calculer les dérivées partielles d'une fonction selon les vecteurs ej, donc si vous voulez calculer les dérivées d'une fonction suivant les vecteurs ej, c'est-à-dire calculer les dérivées partielles de la fonction, eh bien vous pouvez faire comme si vous geliez les autres variables et que vous dériviez par rapport à la variable qui vous intéresse. C'est précisément la raison pour laquelle on utilise cette notation d rond f sur d rond xj, c'est qu'en fait on dérive seulement par rapport au a xj. Je vais vous donner un exemple, hein, peut-être que certains l'ont déjà vu dans des contextes plutôt d'application physique. Donc exemple. Si par exemple je prends la fonction qui a xy associe x carré plus 2xy, alors cette fonction-là, il n'y a même pas besoin de se demander si je peux calculer ses dérivées partielles, je ne vais surtout pas faire des quotients. Pourquoi? Parce que se demander, alors moi je demande si l'existence de d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y. Bon, bah ici c'est simple. Ça c'est équivalent à se demander si la fonction seulement de x à y fixé est dérivable. Et la réponse est oui, c'est des fonctions usuelles qui sont même c infini. Donc là vous pouvez calculer directement. C'est tout l'intérêt de ce résultat-là, en fait, qui paraît abstrait, mais il vous dit que si vous voulez calculer ça, eh bien, il s'agit de vous demander si la fonction est dérivable en chaque variable prise séparément, et alors la dérivée partielle suivant xj, c'est simplement la dérivée selon la variable qui vous intéresse. Donc ici, pour tout xy appartenant à R2, d rond f sur d rond x existe, bien sûr, c'est la dérivabilité de fonction d'une variable réelle complètement standard, en l'occurrence polynomiale. D rond f sur d rond x de xy. Donc je répète, comment on fait ça? On gèle y et on dérive seulement par rapport à x. Donc le x carré, il n'y a pas de difficulté, ça fait juste 2x. Ici, je gèle y, donc il faut voir ça comme une constante. Vous avez 2 fois y, je sais pas, c'est 3, 39. 2 fois y fois x. Donc si vous avez une constante fois x, la dérivée c'est la constante. Donc là, la constante qui apparaît devant x, c'est simplement 2y. Et puis de la même manière, d rond f sur d rond y de xy, je vois x, je le gèle, je le vois comme une constante. Donc la dérivée de x carré par rapport à y, ça fait 0. Et la dérivée de 2xy par rapport à y, ça fait simplement 2x. Et j'insiste sur le fait que je n'ai même pas eu besoin de justifier que ces dérivées partielles existaient, parce que c'est simplement de la dérivabilité par rapport à chacune des variables. Et ça, par votre cours d'analyse réelle d'une fonction d'une seule variable, eh bien vous savez que ça existe, il n'y a pas de souci. Ok, donc voilà pour cet exemple. On va en faire un autre un petit peu plus subtil, et puis on s'arrêtera là pour les dérivées partielles.
exemple d'un calcul de dérivée partielle, où cette fois, c'est pas évident qu'on puisse calculer directement. Hein. Donc on va regarder l'existence et continuité. Ah pardon, je vais d'abord faire une petite définition. Si par chance, les dérivées partielles existent en tout point A, jusqu'à présent on s'est fixé en un point A. Est-ce que la dérivée partielle ou la dérivée suivant un vecteur h existe en ce point A? Bon, bah, si ça existe en tout point A, on va dire, on va avoir de nouvelles fonctions sous la main, on va les appeler les fonctions de dérivée partielle. Donc si, donc définition, on dit que f admet une JM dérivée partielle sur oméga. Hein, de la même manière que si vous avez une fonction, vous définissez la continuité en un point et vous dites, bah, je veux dire que la fonction est continue sur oméga si elle est continue en tout point d'oméga. On dit que f admet une JM dérivée partielle sur oméga si pour tout tas appartenant à oméga, d rond f sur d rond xj de A existe. Bon, mais quand on a ça sous la main, on voit qu'on a une nouvelle fonction du coup. La fonction qui a A associe d rond f sur d rond xj. De la même manière que quand vous avez une fonction d'une variable, si elle est dérivable en tout point, bah, vous avez une nouvelle fonction sous la main, sa dérivée. Donc on appelle alors JM dérivée partielle de f sur oméga, l'application qui a A associe d rond f sur d rond xj de A. Voilà. Ok, donc on va faire un petit exemple pour conclure un petit peu cette partie sur les dérivées partielles. Vous les avez là, je viens de les effacer, mais vous aviez là les dérivées partielles, les fonctions dérivées partielles de f, hein, suivant x et y ici, pour l'exemple que j'ai donné. Donc exemple, on va regarder l'existence, et puis au passage la continuité des dérivées partielles de f sur R2. Alors ici c'est quoi f? F c'est celui de tout à l'heure. On l'avait tout à l'heure. Où f c'est l'application qui a xy associe xy sur racine de x carré plus y carré. Si xy est différent de 0, 0, et 0 sinon. Ok. Donc, et on veut regarder si cette fonction elle met des dérivées partielles sur R2 tout entier. Bon, on voit bien que 0, 0 joue un rôle particulier ici, donc on va le mettre à part. Si y est différent de 0, 0, comme calculer une dérivée partielle, déjà, je peux le dire comme ça. Si y est différent de 0, 0, comme calculer une dérivée partielle, se demander dans un premier temps son existence, c'est se demander si une certaine fonction est dérivable, bah ici tout va bien. Cette fonction-là, à y fixé, elle est dérivable en x, et réciproquement, hein, c'est complètement symétrique le problème. Donc, hors de 0, 0 qui est le point qui pose problème, bien sûr que la fonction admet des dérivées partielles. Donc, tout xy différent de 0, 0, f admet d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y de xy existent. Et on peut les calculer directement. On a une brave formule. Pour calculer ça, y, on le gèle, on le voit comme une constante, on dérive que par rapport à x. Et, alors on va faire le calcul, d rond f sur d rond x de xy,
ça vaut quoi? Donc mon calcul est un peu pénible là, mais donc, je vais calculer la dérivée de ce truc-là. Donc je répète, hein, je fais u'v moins uv' sur v carré. Donc ici, je dérive ça par rapport à x, ça me fait juste y. Facteur du dénominateur x carré plus y carré. Puis xy fois la dérivée du dénominateur. La dérivée du dénominateur, ça fait la dérivée de ce qu'il y a dans la racine, donc 2x, sur 2 fois la racine carré plus y carré. Donc les deux se simplifient ici. Et puis au dénominateur, j'ai x carré plus racine de x carré plus y carré au carré, c'est-à-dire x carré plus y carré. Ok, donc on continue le calcul. Et on tombe sur quoi? Alors je vais tout multiplier par racine de x carré plus y carré, au numérateur et au dénominateur, pour virer ce truc-là. Donc ça vaut quoi? Ça vaut y racine de x carré plus y carré au carré, c'est-à-dire x carré plus y carré. Moi je multiplie par racine de x carré plus y carré ce truc-là, et même chose ici, et il me reste simplement moins x carré y. Et au dénominateur, j'ai donc x carré plus y carré auquel je multiplie x carré plus y carré avec une racine, donc ça fait x carré plus y carré puissance 3,5. Et ça, il y a des choses qui se simplifient, hein, les y x carré simplifient, et j'obtiens simplement y au cube sur x carré plus y carré puissance 3,5. Et vous voyez que tout est symétrique, donc ce calcul que j'ai fait avec d rond f sur d rond x, d rond f sur d rond y va me donner la même chose en échangeant les rôles de x et y. De même, d rond f sur d rond y de xy égale x cube sur x carré plus y carré puissance 3. Et ça, bien sûr, c'est pour xy différent de 0, 0. Maintenant, il faut que je me demande ce qui se passe pour xy égale 0, 0. Donc, regardez les dérivées partielles. Et là par contre, je ne peux pas dire « Ah, mais je dérive bêtement la fonction que j'ai sous les yeux parce qu'il y a une indéfinition en 0, 0. » Donc là, je suis obligé de revenir à la définition et de calculer f de 0, 0 plus. Donc je fais f de a plus h, f de a plus th pour chacun des vecteurs de base, hein, c'est ça, regardez les dérivées partielles. Donc d'abord, je commence par E1, donc t1, 0, moins f de 0, 0 sur t. On a déjà fait ce calcul tout à l'heure, hein, on a vu que simplement quand l'une des deux variables vaut 0, ici ça vaut 0. Donc ça fait tout le temps 0, et ça tend vers 0 quand t tend vers 0, et de même, f de 0, 0 plus t 1, 0, donc cette fois, 0, 1, cette fois lorsque je regarde la dérivée partielle suivant la variable y, moins f de 0, 0 sur t, hein, c'est symétrique, tout ça, ça vaut aussi 0, et ça tend vers 0 quand t tend vers 0. Donc les dérivées partielles, elles existent, on sait les calculer très rapidement, par simple calcul, lorsque xy est différent de 0, mais elles existent aussi quand xy vaut 0, 0, et elles valent 0. Hein, donc j'obtiens tout simplement d rond f de x en 0, 0, c'est 0, et pareil pour d rond f sur d rond y. Ok, et puis dans cet exemple, le but c'est de regarder aussi la continuité des applications. Hein, tout est symétrique, je vais le faire seulement pour d rond f sur d rond x. Par symétrie, si d rond f sur d rond x est continu partout, bah, d rond f sur d rond y le sera aussi. Donc regardons d rond f sur d rond x. C'est l'application qui a xy associe, on a fait les calculs, hein, elle associe y au cube sur x carré plus y carré puissance 3,5 si xy est différent de 0, 0, et puis 0 sinon, si xy égale 0, 0. Et je me demande la continuité de cette application. Donc j'insiste bien qu'on a une nouvelle fonction maintenant. On a une nouvelle fonction définie sur R2, et voilà ce qu'elle fait. À xy, elle associe ce truc-là. Bon là, ce qu'il faut voir, c'est que il y a moyen de rendre ce truc-là constant en s'approchant de 0, 0. Un peu comme on l'a fait tout à l'heure avec notre exemple avec xy sur l'exemple de la continuité, xy sur racine de x carré plus y carré. Pardon, xy sur x carré plus y carré. Ici, vous voyez que si vous calculez d rond f
Donc l'intuition ici, c'est que comme le dénominateur, le numérateur et le dénominateur sont du même ordre, parce que y au cube ici et là aussi, si vous regardez, hein, typiquement là vous avez un polynôme, c'est pas un polynôme, pardon, mais vous avez quelque chose de l'ordre en puissance, de la puissance dominante, c'est y, c'est x, y au cube, ou x au cube, hein, puisque vous avez un carré puissance 3,5. Donc ça va vous donner l'intuition que comme c'est des trucs de même taille en haut et en bas, que ça va pas être continu cette chose-là. Autrement dit, si le dénominateur était plus fort, si vous aviez des puissances, ou plutôt le numérateur était plus fort, c'est-à-dire avec des puissances plus élevées qu'au dénominateur, vous pourriez espérer que ça tende vers 0, 0. Mais comme ce n'est pas le cas ici, vous allez typiquement pas avoir la continuité. Et donc ça, on va le voir simplement en prenant une suite qui tend vers 0, 0. On va faire de la caractérisation séquentielle. Donc je vais regarder, par exemple, d rond f sur d rond x de 0, 1 sur n. Si vous faites le calcul, comme x vaut 0, ici ça fait simplement 1 sur n au cube sur 1 sur n au carré puissance 3,5. Et le carré puissance 3,5 ça fait à nouveau au cube, et donc vous avez 1 sur n au cube sur 1 sur n au cube, ça fait 1. Donc vous avez une suite 0, c'est la suite 0, 1 sur n, qui tend vers 0, 0 quand n tend vers plus l'infini. Mais vous voyez que d rond f sur d rond x de 0, 1 sur n ne tend pas vers d rond f sur d rond x de 0, 0, qui vaut 0. Mais d rond f sur d rond x de 0, 1 sur n, donc la suite ne tend pas vers 0, ça tend vers 1, c'est constant égal à 1. Donc voilà, donc vous voyez que il peut se passer tout un tas de choses, mais qu'en gros, les fonctions dérivées partielles, hein, c'est assez naturel, cet exemple il vous montre que vous pouvez faire le même genre de raisonnement que vous faites sur des fonctions d'une variable réelle. Vous avez défini des sortes de dérivées, vous pouvez vous demander si ces dérivées sont continues. Bon, comme pour le cas réel, hein, ici on a un exemple de cas où on a des dérivées partielles, mais les dérivées partielles ne sont pas forcément continues. Néanmoins, on peut se demander, parler de situations où les dérivées partielles sont continues, ça va nous amener à la notion de fonction de classe C1. On va dire qu'une fonction est de classe C1, on y reviendra, si les dérivées partielles existent sur tout l'ensemble d'intérêt et si elles sont continues sur cet ensemble. Donc la prochaine section va être consacrée à définir les applications de classe C1 et donner un certain nombre de propriétés des applications de classe C1, notamment à partir desquelles on va pouvoir parler de dérivées de fonctions composées. Et là, la dérivation, ça va vous donner des formules un peu plus compliquées que dans le cas simplement d'une fonction d'une variable réelle.